Merci beaucoup, merci d'être là, d'être venu. Je veux remercier les organisateurs pour cette invitation. Et je voudrais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Ferran Valdés, comme on a dit. Je viens de Mexique, d'une ville qui s'appelle Morelia. Et je vais essayer de faire un cours sur les surfaces de translation et la dynamique sur l'espace des modules, en collaboration avec ma collègue Aram Diaw, qui est présente là. On pense faire 5 séances, dont 3 seront de contenu théorique et 2 de TP. Et je pense qu'on aura bientôt un fait d'exercice pour vous donner ça. Bon, avant de commencer, je veux vous dire, être honnête un peu, c'est que c'est la première fois que je fais un cours en français. Je vais préparer tout ça en anglais, mais donc je dis on peut changer ça. Je m'excuse si je casse un peu la langue française. Et de notre côté, si vous regardez mon résumé, je vais promis beaucoup de choses, comme si j'étais un politicien populiste. Je vous ai promis dans mon cours de faire des trucs sur les travaux de Esquine, Mirza Hani et tout ça. Et en préparant tout ça, je me suis rendu compte, comme un politicien, que je ne pouvais pas délivrer tout ce que j'avais promis. Donc, je m'excuse pour ça. Ce n'était pas des mensonges, c'était une mauvaise calculation des choses. Et donc, vu qu'on m'a demandé de faire un cours sur la dynamique topologique sur l'espace des modules de surface, j'ai choisi un énoncé qui est là. Donc, c'est un énoncé de Howard Maser. Et le but de cette cours, c'est au moins de vous donner les éléments pour comprendre cet énoncé. Et je vais faire mon effort le plus fort pour pouvoir vous expliquer la preuve. Donc, je vais le lire. Je n'espère pas que vous allez comprendre tout ce qui est là, mais allons, on va lire ça. Donc, on prend M, une surface de translation, dans H. H, c'est ce qu'on appellerait une strate de surface de translation. Et on va considérer la projection de cette strate sur un truc qui s'appelle l'espace des modules des surfaces de Riemann de Jean Roger. C'est l'espace de courbes, pour ceux qui font la géométrie algébrique. Maintenant, on va faire une hypothèse sur l'orbite de cette surface de translation qui habite dans un espace de modules. Et on va supposer que quand on applique ce qu'on appelle le flot géodésique de Teichmüller, que j'appelle GT, cette orbite, il se balade d'une sorte telle que quand on la projette sur l'espace de courbe de Jean Roger, on a un truc qui n'est pas divergent. Je vais définir ce que ça veut dire, mais imaginons que c'est un truc qui échappe tout compact. Qui revient. qui revient. Désolé, je suis un peu dyslexique, donc je veux dire parfois des choses qui sont à l'envers de ce que je pense. Et on va supposer que dans la surface de translation, on va voir qu'on a bien défini un flot, ce qu'on appelle flot géodésique aussi, ou flot de translation. Φ, ça dénote le flot vertical. On suppose que le flot vertical il est minimal. Alors, la conclusion, c'est que le flot est uniquement ergodique. Voilà. Donc, ça, c'est le but de mon cours, expliquer ça. J'ai choisi cet énoncé par différentes raisons, mais la principale est la suivante. Si vous regardez l'énoncé de loin, il vous dit la chose suivante. On peut connaître des choses sur la dynamique du flot géodésique sur une surface de translation dans l'occasion Φ en étudiant le comportement de l'orbite de cette surface de translation dans l'espace des modules. Et c'est un peu la philosophie que je veux essayer de communiquer dans ces cours-là. Et deuxièmement, je veux parler beaucoup de choses comme l'espace de modules de surface, je veux parler de mapping class group, etc. Il y a une autre référence qui est classique dans le domaine qui est A Primer on Mapping Class Group, c'est un truc classique de Farb et Margalit. Donc, je sais que vous êtes un peu fatigué, donc on va commencer doucement en parlant de surfaces de translation. Donc, la première partie de mon cours, c'est sur des surfaces de translation. Et je ne veux pas commencer par donner des définitions, je vais vous donner beaucoup d'exemples pour essayer de développer une intuition sur ces objets. Et après, je vous promets 3 définitions différentes. OK, donc on commence tout doucement. Donc, le premier exemple classique qu'on peut avoir sur les surfaces de translation, c'est des tores. Alors, on a demandé ce matin un peu qu'est-ce que c'est un tore plat. Donc, je vais prendre le premier exemple. Le premier exemple, ça va être C modulo les réseaux lambda, où lambda, je pense, c'est les réseaux engendrés par 1 et I.
Et on peut penser à cette surface comme ça, ou on peut la penser comme si c'était donné par un polygone, où on prend un carré, ici il y a 1, ici il y a i, et on identifie des côtés opposés en utilisant des translations. Je pense que tout le monde a vu au moins dans sa vie cet exemple, mais je veux quand même dire des choses qui sont évidentes, mais qu'il faut remarquer. Et les choses que je veux dire sur ça sont les remarques suivantes. La première remarque, c'est que T2, il admet une structure des surfaces de translation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un atlas dont les changements d'écart, des coordonnées, sont des translations. C'est une terminologie que je veux utiliser suivant dans cette cours-là. Donc, on a vu dans les cours avant la définition d'une variété. Une structure de surface de translation, c'est seulement les changements de coordonnées sont des translations. La deuxième chose, qui est aussi évidente, mais qui est importante, c'est que T2, il est construit à partir d'un polygone euclidien. Et la troisième chose que je veux remarquer, c'est que T2 est une surface de Riemann. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, on veut faire de la dynamique, donc on veut parler d'un flow. Donc je veux parler du flow de translation sur cette surface de Riemann, sur cet or. Et donc je veux définir, disons, je prends θ, une direction, et je définis phi θ appliqué à un point z comme z plus t et iθ modulo les réseaux. Donc, quand vous regardez phi t là, c'est comme si θ était égal à pi sur 2, c'est le flow dans la direction verticale. OK? Bon, dans ces cas-là, il y a un théorème classique de Weyl, que peut-être vous connaissez, qui nous permet de dire, enfin, de décrire un peu la dynamique complètement de cette flow. Donc, le théorème, il dit la chose suivante. Si on a que la pente de cette flow, vous voyez, c'est un flow linéaire, c'est un flow en ligne droite. Donc, si la pente de ce machin-là, il est rationnel, alors le flow, il est périodique. Ça veut dire que toute orbite, elle est fermée, elle va avoir la même période. Et si on a que ce n'est pas le cas, alors phi θ, je vais dire ça en anglais, equidistributes. Je demande aux francophones de me dire comment c'est. Quoi? Équidistribué. OK, voilà. C'est qui distribue. Très bien. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire sur les tors. C'est le premier exemple, l'exemple le plus classique. Maintenant, j'aimerais... Vous voyez, il faut parler de l'espace des modules de surface de translation, donc je vais parler un petit peu sur l'espace des tors. Donc, parlons de ça un petit peu. L'espace des tors. Donc, j'ai un point de vue sur ça, mais je vous invite pour un deuxième point de vue sur les couloirs ici. Il y a un très bel exposé sur Marianne Mirzahani. Et juste derrière cette mur-là, il y a la discussion que je vais faire là, mais dans un autre point de vue. OK, donc, vous voyez, le tore, il est défini par un réseau. Donc, je veux définir pour n'importe quel deux nombres complexes, Z et W, qui sont linéairement indépendantes, ça, comme les réseaux engendrés par ces deux nombres complexes, ils sont linéairement indépendants, et ça me permet de définir les tores qui correspondent à ces deux trucs comme les quotients de ça par cet réseau. Et à ça, je peux associer une R et l'air de ça, c'est la partie imaginaire de Z bar fois W. Voilà. Donc,
à chaque réseau, j'associe un tore et je vais me concentrer sur l'ensemble H. Vous voyez, c'est déjà, la notation elle commence à apparaître dans ces cas-là. Ça va être l'ensemble des tores TZW de sorte telle que l'aire de ce tore il est égal à 1. Donc, dans une première approximation, c'est qu'un ensemble, mais je vous laisse réfléchir un peu à la question de comment on peut donner une topologie sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire que deux tores soient proches, pardon. Mais je ne veux pas rentrer trop dans la discussion. La chose que je veux remarquer, c'est qu'on a une action du groupe spécial linéaire sur cet ensemble-là, que je veux décrire comme suit. Ici, le tore, c'est comme on parle quand il donne des... Exactement. C'est ça. Je prends deux vecteurs linéairement indépendants, mais de sorte telle que si vous pensez à ça comme de coordonnées réelles, ça définit une matrice à déterminant 1. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai une action de ce groupe et les données comment. Je vais la définir au niveau des réseaux. Elle est définie un élément G dans ce groupe appliqué à cette W. Il est donné par, on applique l'élément dans chaque coordonnée. Mais attention, ici, il faut dire seulement, si jamais j'écris ça comme Z de cette forme-là, et G est égal à une matrice ABCD, ça, je pense que G appliqué à Z, c'est juste la matrice ABCD appliquée au vecteur XY. Voilà. Pardon? L'air de PZW, c'est quoi? C'est imaginaire. Imaginaire, oui. Mais merci. Je viens d'un autre background de notation culturelle, je ne sais pas, un peu latino-américain. Donc, il va y avoir des notations que peut-être sont différentes à celles que vous utilisez. N'hésitez pas à m'interrompre pour ça. C'est la partie imaginaire. Mais si je veux que... je normalise l'air. Si je ne normalise pas, on peut faire ça. Mais je veux dire ça parce que ça motive le premier exo que je veux donner aux gens, enfin, qui viendra dans la feuille d'exo. Et donc, voilà un exercice qu'on ferait peut-être plus tard. Et la chose suivante est démontrer que tout réseau d'R1, il est donné par G appliqué au réseau engendré par 1I pour un certain G dans SL de R. Autrement dit, l'action de SL de R sur l'espace des réseaux, elle est transitive. Et d'une autre, après aussi, il faut montrer que les stabilisateurs du réseau engendré par 1 et I, ça va être le groupe SL, les groupes à coefficient entier, de sorte telle que vous pouvez penser que cette machin H, il s'identifie à cet ensemble H, il s'identifie au quotient de SL de R fois SL de Z. Et voilà. Ça c'est un premier exemple d'une proposition pour un espace de modules pour les tores. Après, vous pouvez me dire, mais pour moi, les tores aussi pourraient être équivalents si je fais une rotation. Donc, vous faites intervenir le groupe spécial orthogonal et vous tombez sur H. Mais est-ce qu'on peut juste faire des cut and paste concernant l'exercice, je veux dire, pour démontrer l'exercice, si tu prends n'importe quel réseau d'air, tu ne peux pas faire un cut et tu coupes et tu déplaces pour trouver... Oui. C'est ça. Vous êtes rapide, mais... En fait, j'avais peur un peu, mais je n'ai jamais compris. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de comprendre. Voilà, OK. Donc, c'est tout ce que je voulais dire sur le tore, parce que maintenant, je veux discuter un peu ce qui suit. Enfin, comment est-ce qu'on définit des surfaces de translation au-delà des tores. Et donc, la suite d'exemples que je veux donner maintenant, c'est ce qu'on appelle les surfaces à petits carreaux. Donc, ça, je pense que c'était l'exemple, les tores, c'est l'exemple 1.1. L'exemple 1.2, c'est ce qu'on appelle les surfaces à
petits carreaux. Aussi, on les connaît comme origamis ou en anglais square tile surfaces. Donc, je vais vous montrer ma surface de translation préférée. Ma surface de translation préférée, je vais la dessiner doucement. Je me donne 3 carrés que je veux mettre comme si on formait un L. Comme ça. Donc, ces 3 carrés, ça s'appelle L. Et je vais identifier les côtés de cette polygone avec ces étiquettes comme ça. Alors, si 2 côtés ont la même étiquette, ça veut dire que je les identifie en utilisant une translation. Je ne me permets pas de changer l'orientation, je l'identifie en utilisant une translation. Voilà, ça c'est l'exemple plus joli que je peux trouver pour l'instant. Et faisons quelques remarques sur cet exemple. Je vous laisse la regarder un peu, pendant que je fasse ça. Alors, la première question, c'est clair que ce n'est pas un tort, ça? C'est une surface compacte, c'est 3 carreaux collés. C'est une surface orientable, j'ai identifié par des translations, donc ça doit être quelque chose à un certain genre. Quel est le genre de cette surface? Alors, ce que je peux faire là. Le genre de L, il est égal à 2. Qui dit 2? Voilà, ok, 2. Là en bas, ok. Très bien. Allez, je vous donne une argumentation de pourquoi ça c'est vrai. Non, c'est pas grave. Je vous donne une argumentation qui n'est pas visuelle, c'est une argumentation numérique, en utilisant la formule de Euler. Donc, il y a la formule de Euler sur les surfaces qui vous dit la chose suivante. Il vous dit que si vous voulez calculer le genre de la surface, on a l'équation 2 moins 2g est égal à le nombre de faces moins le nombre d'arêtes plus le nombre de sommets. Le nombre de faces, 1, 2, 3. Le nombre d'arêtes, il faut bien compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le nombre de sommets, et ça c'est important, combien? Non. Alors, celui-là, il s'identifie avec celui-là. Mais là, c'est la même chose que là. Et là, c'est la même chose que là. C'est la même chose que là. Là, là, là. L'angle là-bas n'est pas supérieur à 2 pi. Pardon? L'angle là, ce sommet n'est pas supérieur à 2 pi. L'angle à ce point-là. Oui, on y arrive, on y arrive. No spoilers, man, no spoilers. OK, donc c'est une surface de genre 2. Ce n'est pas un tort. Mon collègue, il a bien remarqué qu'on a un point spécial sur cette surface. Je vais appeler ce point-là, c'est 7,0. Et 7,0, je veux seulement dire la chose suivante. 7,0 est une singularité d'angle CP. Pourquoi CP? Parce que si vous voyez ça de loin, en fait, il s'agit d'un octagone. Il y a 8 côtés là. Mais si vous voulez, vous prenez un petit voisinage de ce point-là et vous comptez combien de fois vous faites le tour du point. Vous faites 3 fois le tour, donc c'est CP. Donc je me permets d'utiliser cet exemple pour définir en général ce que c'est une singularité d'angle conique. Et donc en général, j'appelle ça une singularité d'angle CP, mais une singularité d'angle, disons, 2π fois k. Il faut les penser comme si on prenait k, on dirait en mexicain de tortillas, mais ici peut-être de galettes ou de crêpes ou de trucs plats. On prend k, machin comme ça, et on les identifie de la façon suivante. 1, 2, 2, 3, etc., etc. Et ici, 1 et k. Okay. Donc, une singularité d'angle 2πk, c'est un point
qui a un voisinage qui est isométrique, un rayonnement K sur 1 d'un voisinage de l'origine pointé du plan complexe. OK. D'autres remarques que je veux faire, c'est une remarque peut-être qui est plus importante. Je vais effacer ici le genre pour dessiner le fait que ça est un revêtement du tore. Mais c'est un revêtement ramifié. Là, je vous dessine la projection naturelle qu'il y a de cette surface sur le tore. Et donc, une surface à petits carreaux, en général, comme définition, la définition c'est que c'est un revêtement du tore ramifié en au plus un point. Non, pas nécessairement. Moi, j'adore les surfaces de type infini, en fait, et les surfaces plates de type infini. On pourrait aussi définir un revêtement infini. Enfin, ça serait aussi. Mais là, tu rentres dans les domaines de singularité d'angle infini. Parce que tu pourras avoir des revêtements. Imagine un escalier. Oui, voilà. Ce n'est pas nécessairement fini. Voilà. Et une autre remarque que je voulais faire sur ça. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ici en bas, là, les deux dernières lignes là? C'est un revêtement ramifié en au plus un point. Là, chaque carré se projette de façon naturelle sur cette carré. Chaque point, il y a 3 préimages, excepte le coin là qui a un seul préimage. C'est le lieu de ramification. OK. Une des dernières remarques, c'est que 7L moins 7,0 admet une structure des surfaces de translation. Donc, c'est un exemple de ce que je vais appeler après surface de translation. Et on a aussi un flow bien défini sur cet objet-là. Donc, je vais le mettre là. Désolé de mettre des choses trop proches. On peut définir un flow phi θ t sur L. C'est quoi les flows? Vu qu'on identifie des choses en utilisant des translations, si je me fixe une direction θ, je peux suivre un point le long de la direction θ. Oui. Cette existence-là, c'est pas évident. Hein? Oui. Le fait de montrer que ça admet une structure. Vous voulez dire que les changements de carte, c'est des translations? C'est pas évident. Il faut le faire pour chaque point. C'est plus ou moins évident, mais c'est pas évident, mais non, il faut travailler un petit peu. C'est pas complètement évident. Disons, c'est parce que j'identifie les côtés par des translations qu'à la fin, je vais voir que les changements des cordes sont de translation. OK. Très bien. OK, donc ça, c'est une façon de définir d'autres types de surfaces de translation. Je vous laisse vous imaginer d'autres possibilités avec d'autres, je sais pas, avec 5 carrés, avec 7 carrés. Qu'est-ce qu'on peut construire? Est-ce qu'on peut construire, par exemple, pour chaque genre, une surface à petits carreaux? Ça, c'est un des exos qu'on va essayer de faire. Quel est le nombre minimal de carreaux dont j'ai besoin pour construire une surface de genre 37? etc., etc., etc. Donc, oui, une surface à petits carreaux est un revêtement du tore qui est ramifié au plus sur un point. Donc, l'hexagone n'est pas, par exemple, l'hexagone ici, là, n'est pas une surface. Non. Tu vois, il y a un hexagone ici. Je ne sais pas si tu as lu mes notes avant. La question de l'existence de la classe, la classe existe en dehors de la singularité. Les changements de carte sont des translations en dehors de la singularité. Oui, c'est pour ça que j'ai enlevé cette 0. Voilà, je n'ai pas vu. Oui. Il faut enlever la singularité. Si on n'enlève pas,
non, Gauss Bonnet nous empêche de... Voilà. OK. Maintenant, pour suivre, il y a le d'autres façons de construire, d'autres exemples de surface de translation. C'est, on peut considérer des polygones euclidiens réguliers, comme par exemple l'hexagone, comme par exemple un octagone régulier, et après, il y a d'autres. Donc, quand vous avez un objet comme ça, il y a une façon naturelle de construire une surface de translation parce qu'on a des côtés qui sont opposés de la même longueur et qui sont parallèles. Donc, on peut construire une surface de translation en identifiant des choses comme ça. Hein? Un nombre pair de côtés. Merci. C'est un nombre pair de côtés. En fait, quand je vais introduire la définition, c'est ça. Surface de translation, ça va être un objet qui est construit à partir d'une famille de polygones. Donc, on peut mettre les côtés en paires, et les paires vont être parallèles, de la même longueur, et avec des normales extérieures opposées. Comme ici. Normale extérieure opposée, parallèle, même longueur. Là, je peux faire la même chose. A, B, C, D, A, B, C, D. Et je vous laisse réfléchir sur quel est le genre de chacune de ces surfaces. Et je vous laisse une question, si vous êtes un peu ennuyé. Comment on dit en français? Ce sont des surfaces à petits carreaux. Ce n'est pas parce que je les présente comme des polygones réguliers qu'ils ne sont pas. Donc, il faut trouver un argument pourquoi oui ou pourquoi pas. Ce sont des surfaces à petits carreaux ou pas. Donc, ça, c'est une autre façon de construire des surfaces de translation. Vous pouvez après regarder les singularités, les genres, etc. Je vous laisse réfléchir à ça. Et finalement, le dernier exemple, en utilisant des polygones, c'est ce qu'on appelle en anglais slit constructions. Alors, slit constructions, c'est une opération, une chirurgie que je veux faire sur un polygone pour créer une structure géométrique sur une surface. Donc, je vous fais l'exemple dans les tores. Imaginons que j'ai les tores comme ça. Et maintenant, je veux me donner deux segments parallèles de la même longueur. Je vais le mettre là, un comme ça et un comme ça. Et ils sont parallèles de la même longueur. Et j'imagine que j'ai deux ciseaux et je le coupe le long de ce segment. Je coupe. Ça se sépare en deux. Et j'identifie ces côtés avec ce côté et ce côté avec ce côté. Imaginons qu'on peut faire ça avec du papier. On coupe, tchac, 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 et on identifie ça avec ça, de sorte telle que si on a un point qui voyage comme ça, poum, on saute vers là. Et si on a un point qui voyage comme ça, poum, on saute vers là. Donc, ça introduit deux singularités coniques, une qui est là et l'autre qui est là. Et ce sont des singularités coniques à angle 4π. C'est une procédure assez simple, mais qui est très utile. Surtout quand on veut faire des exemples exotiques pour les flots de translation du type des flots de translation qui sont minimales mais pas ergodiques. Enfin, je ne veux pas rentrer trop sur les détails. Voilà. Oui, si j'ai le temps, dans la deuxième ou troisième, il y a des travaux de Macer et je ne me rappelle pas le nom de l'autre collègue, mais sur le livre que je viens de vous référer, il y a des exemples de flots qui ont des propriétés, je dirais, exotiques. Non, pardon, je dis non. De flots qui ne sont pas uniquement ergodiques. Mais qui sont minimes.
OK. Maintenant, je veux dire, tous ces exemples, je pense que c'est très joli, mais je voudrais vous donner une vraie motivation pour étudier les surfaces de translation, qui n'est pas que de dessin. Donc, c'est une motivation qui vient de la dynamique. On va passer un moment à parler de billards polygonaux. OK? Donc, motivation. Billards polygonaux. Donc, je veux décrire un système dynamique et je veux essayer de vous convaincre que l'espace de phase de ce système dynamique est naturellement une surface de translation. Donc, la morale, c'est que pour étudier les billards polygonaux, on se ramène à étudier un flot géodésique, un flot comme en ligne droite, sur une surface de translation. Donc, d'abord, c'est quoi un billard? Sur un billard polygonal, je me donne un polygone. Disons que le polygone, il s'appelle P. Ici, c'est un carré. Donc, le billard, c'est simplement le mouvement d'un point qui n'expérimente pas de friction à une vitesse constante. Donc, ce n'est pas vraiment un billard. Si vous savez jouer au billard, le billard, il a un effet angulaire. C'est une simplification du jeu de billard. Et ce système dynamique, la balle, les points, ils se bougent de façon telle que quand il arrive sur la frontière du polygone, il a une collision qui obéit une loi optique du type angle d'incidence est égal à angle de réflexion. C'est une collision élastique. Except si on tape sur les coins, et là on imagine que c'était un billard comme de vrai, où il y a un trou, et la balle elle disparaît. Okay? Donc, si vous voulez étudier ce système dynamique, vous pouvez essayer de suivre la trajectoire du billard, mais vous allez rendre compte vite fait que ça devient très compliqué. Donc, je vais faire une observation clé, et l'observation clé est la suivante. Désolé, je vais mettre ça en anglais. Key observation. C'est qu'on peut considérer la droite, disons, où la première collision elle a lieu, et l'idée qui est la tour de force est la suivante, c'est qu'en lieu de refléter la balle, on reflète la table du billard, les polygones. Donc, si on le reflète comme ça, imaginons ici qu'on a sigma, une réflexion qui fait ça, alors la trajectoire du point après collision, dans la copie reflétée, elle continue en ligne droite. OK? Donc, maintenant, essayons d'appliquer cette idée au billard dans les tors. Donc, je commence avec un tort, disons, et je nomme les côtés ABCD, enfin, de billard dans un carré. Et je veux commencer à faire des réflexions de cette table de billard. Donc, je fais une première réflexion. Et ça devient comme ça. Et ça prend en compte, disons, cette collision. Mais après, je dis, j'ai aussi cette partie de la trajectoire. Désolé, ça c'est vert. Donc, il faudra que je reflète aussi par rapport à ce côté-là. Donc, je reflète aussi ici. Et là, je C, je B, je A, je D. Mais je pourrais aussi refléter ici. Et remarquons la chose suivante. Qu'est-ce qui se passe si je continue à faire ça? Si je continue à faire ça, disons, ici, et je continue à faire la réflexion, je tombe sur... C'est la même table que celle que j'avais commencée, mais translatée. Et là, il y a une redondance de cette procédure. C'est parce que j'aurais pu commencer à étudier le mouvement de la balle ici ou dans son translaté. Donc, pour tuer cette redondance de cette interprétation, on va identifier cette copie du polygone avec cette copie du polygone en utilisant une translation. Donc, ça revient à identifier cette côté avec cette côté.
Et vu la symétrie du carré, ça s'applique partout. Donc à la fin, on tombe sur la chose suivante. Exactement. Donc la conclusion de ça, c'est que la dynamique du billard sur P est équivalent à un flot de la forme phi t θ sur, disons, le tore T2. OK? Maintenant, je vais vous décrire comment faire ça en général. Et un exercice qu'on va faire, c'est voir qu'est-ce qui se passe quand on applique ce procédé à d'autres polygones. OK? Pour les VA polygonaux, pour les stadiums, ça ne marche pas. Désolé, j'ai eu du mal à écouter. Je dis ça, cette procédure de réduction, on peut juste le faire pour les VA polygonaux. Pour les stadiums, ça ne marche pas, par exemple. Pour les... Non, pour le stadium, et là, on tombe sur une dynamique complètement différente. Là, le truc, c'est que deux trajectoires... Non, le stadium, c'est quoi? Si on a un carré et on a un VA avec des obstacles, par exemple, à l'intérieur, est-ce qu'on peut faire On peut faire ça aussi. Oui, et en fait, il y a, pour connecter avec votre cours, il y a la notion de point conjugué, je pense aussi pour les surfaces, et des propriétés de blocage. On peut étudier tous ces types de choses. OK? Donc, je vais faire ça de façon informelle. En général, qu'est-ce qu'on fait? On appelle ça en anglais, c'est ce qu'on appelle le unfolding trick. Unfolding, je ne sais pas comment le traduire en français, mais c'est le fait de faire comme ça, de refléter. Et c'est ce que je viens de décrire là, c'est le trick. Alors, il y a deux choses à faire en général. C'est ce qu'on a, c'est que dépliage. Donc, ça serait l'arnaque du dépliage ou non? C'est l'astuce, merci. L'astuce de dépliage. OK, donc l'astuce de dépliage, on déplie, disons, on commence avec P, un polygone euclidien, et on déplie P dans chaque côté. On fait ça de façon abstraite. En fait, dans les carrés, ça marche très bien, mais vous pouvez imaginer un truc vraiment compliqué, tel que une fois qu'on déplie, on tombe sur... Il y a des auto-intersections, des choses comme ça, des intersections. On fait ça de façon abstraite. Et donc, quand on déplie, par rapport à chaque côté, on va créer P1 jusqu'à Pn copies de P. Là, disons, si on commence avec un carré et on déplie, on crée 4 copies de P. Et après avoir fait ça, on itère pour chaque pays. Donc, on continue à déplier, on continue à déplier. Et ça nous ramène à une famille, a priori, infinie, parce qu'on ne se met pas de restriction P, qui est formée par de différentes copies de P qui sont obtenues par des réflexions. Mais il se peut qu'en faisant beaucoup de réflexions, comme dans le cas du carré, on tombe sur des trucs qui diffèrent par des translations. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il faut faire. La deuxième partie, c'est si deux copies de P dans cette famille infinie P diffèrent par une translation, on les identifie en utilisant cette translation. Et c'est ça l'astuce du dépliage. Donc,
Ça, c'est l'astuce de pliage. Et laissez-moi faire deux choses. La première, c'est de donner un exemple. Je vais faire des affirmations qu'on peut discuter après. La première affirmation, c'est que les résultats de l'astuce du dépliage est une surface. C'est une surface SP. Il me manque une hypothèse, désolé. Si le polygone P est rationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque angle intérieur est de la forme pi fois un nombre rationnel, comme dans le cas de carré, comme dans le cas de polygone rationnel. Si ça c'est le cas, alors le résultat de cette astuce de dépliage est une surface SP compacte avec des singularités coniques, disons sigma contenu dans SP, de sorte telle que SP moins sigma admet une structure des surfaces de translation. Et donc, la dynamique d'Urbillard se ramène à étudier le flot dans cette surface de translation. OK. Un exercice, c'est de décrire SP si P est le triangle d'angle pi sur 8, 3 pi sur 8. On peut faire ça après dans la session d'exercice. Et là, j'aimerais bien connecter avec la dernière exposé parce que j'ai mis l'hypothèse de qu'est-ce que se passe si un polygone il est rationnel. Mais vous voyez, la définition de rationnel, c'est une condition qui définit un ensemble de mesures nulles sur l'espace de polygone. Donc le polygone typique, il n'est pas rationnel. Le polygone typique, il a des angles qui sont des multiples irrationnels de pi. Donc la question s'impose, qu'est-ce que cette procédure, cette astuce donne si on prend un polygone typique, disons un triangle typique? Et je serais très content de discuter le théorème suivant, c'est que si on prend un triangle irrationnel, tout le temps, on tombe sur le monstre de Loch Ness. Donc, le billard dans son triangle typique est la même chose que le flot de translation sur un monstre de Loch Ness avec une structure de translation. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps pour faire ça. Mais voilà. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Quelle est la motivation? La motivation est la question suivante qui est encore ouverte. Donc, question ouverte. Et comment est-ce que je peux dire? Est-ce que tout billard, disons triangulaire, a une trajectoire fermée? Alors, j'explique un peu la question. C'est quoi une trajectoire fermée du billard? Une trajectoire fermée du billard, c'est une trajectoire d'un boule qui part d'un point et qu'après un nombre fini de rebondissements, revient sur le même point du départ avec la même direction. Avec la même direction. Donc, par exemple, dans les carrés, on peut imaginer la balle et on tape dans la direction verticale et la balle, elle va faire comme ça. Pac, pac, pac. Ça, c'est une trajectoire périodique. En général, on ne sait pas si dans tout triangle, on a une trajectoire périodique. Il y a d'évidence pour penser que c'est toujours le cas. On sait que c'est le cas pour tout le billard rationnel, on sait que c'est le cas pour tous les triangles aigus, et on sait que c'est le cas pour les triangles rectangles, mais la théorie est un peu... Ouais, on ne sait pas si c'est vrai pour tout triangle obtus. Et si vous arrivez à résoudre ça, oui, femme instantanée, oui, vous devenez célèbre. OK. J'ai encore une quarantaine de minutes, c'est ça? OK.
Bon. Maintenant, on va passer aux définitions. Ah, j'ai complètement oublié de connecter avec ma collègue T, désolé. On a parlé du tort plat. On m'a affirmé ce midi que ça, c'est des torts plats. Donc, c'est quoi ça? C'est des torts plats. Je sais. Je dis ce qu'on m'a raconté. Donc, désolé, mais je vais mettre la discussion sur table. Est-ce que je peux passer ça? Oui. Donc, c'est des torts plats qu'on met dans la dimension 3, j'imagine. C'est ça. Et pour une discussion plus détaillée sur ça, ma collègue T, derrière, il pourrait vous... Hein? Non, c'est pas toi qui les as trouvés, mais c'est toi qui me les as donnés. Donc, c'est pas ma collègue qui a fait ça. Ça, c'est le travail de... Ce qu'il les a imprimés, c'est le travail de Vicent Tougaillé. C'est ça? OK. Donc, j'aimerais bien voir les trajectoires du flow géodésique sur ça. Hein? OK. Bon. Maintenant, on va faire des définitions formelles sur qu'est-ce que c'est une surface de translation. Donc, je vais donner 3 définitions. Chaque définition a des pros et des contras, a des avantages et des désavantages. Donc, la première définition que je vais donner, j'appelle ça la définition constructive. Donc, je vais définir une surface de translation par rapport à une procédure qu'il a construite. Donc, qu'est-ce qu'on va considérer? On va considérer P une famille de polygones, disons P1 jusqu'à Pn. Ce sont des polygones euclidiens. Ce n'est pas le même que celle que je viens d'effacer, c'est n'importe quelle famille de polygones euclidiens. Et je veux dire que S, c'est l'ensemble des côtés de polygones de la famille P. Et on va supposer que les éléments de cette famille de côtés, en anglais on dit can be paired. Comment on dirait ça en français? Peut être mis en paire. Comment on dit? Apparier. Peuvent être appariés. Disons, en formant des couples S1, S2, pas nécessairement ordonnés, de sorte que, merci, S1 soit parallèle à S2, S1 soit de la même longueur que S2, et que le normal extérieur, disons, si ça c'est S1 et ça c'est S2, et je mets des normales extérieures, ils pointent dans des directions opposées. Donc, si je peux faire ça avec la famille de polygones, maintenant je peux définir un quotient. Donc, je vais appeler les quotients M, et ça c'est juste considérer la famille de polygones modulo la relation d'équivalence suivante. Vous voyez, si on a deux côtés qui sont parallèles et de la même longueur, on a que, disons, S2 est égal à une certaine translation
appliquée à S1. Je vais appeler cette translation T. Et ici, la relation d'identification est juste que S1 s'identifie, je vais dire ça, S1 s'identifie à S2. C'est la même chose que je viens de faire avec tous mes exemples, mais en abstrait. C'est important qu'on prenne une famille de polygones finis. Si vous prenez une famille de polygones infinis, à la fin, on peut tomber sur des problèmes du type on colle une infinité de polygones qui partagent un sommet. Et ça pose des problèmes parce qu'on tombe sur des espaces qui ne sont pas localement compacts. Mais on peut s'arranger pour encore définir une surface de translation. Très bien. OK. Donc, je vais faire quelques remarques sur ça. Et la définition, je n'ai pas écrit, mais on va appeler une surface de translation à un objet géométrique qu'on obtient en faisant ça. OK? OK. Donc, maintenant, faisons des remarques. Donc, la première remarque que je veux faire, quelle est disons M A, peut-être, on ne sait jamais. Ça peut être un tore, en fait, ça peut être que des carrés en formant un tore, A des singularités coniques, d'angle 2π fois k, et je vais appeler cet ensemble de singularités sigma dans M, qui forme un ensemble discret, et M privé de sigma admet une structure des surfaces des translations. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que, et la chose suivante, je vais appeler ça, je vais me référer à ça comme un lemme. Et ce lemme, il est important. Il est important parce que ça va me permettre de définir les strates une fois que je parle de l'espace des modules d'une surface de translation. Et le lemme, il dit la chose suivante. Attends, il faut que je traduise. Soit sigma égale à, disons, pi l'ensemble de singularités de M, pi d'angle, disons, 2π fois ni plus 1. Alors, on a la formule suivante, c'est que la somme de ni est exactement 2g moins 2. OK? Ça, c'est pas compliqué. Je vous fais une petite démonstration. C'est grosso modo utiliser la formule d'Euler. OK. Alors, comment est-ce qu'on prouve une chose suivante? Donc, on a une famille de polygones qu'on colle pour former une surface de translation. Cette surface de translation va avoir des singularités d'angle 2π fois ni plus 1. Et donc, la première chose qu'il faut faire, c'est trianguler chaque polygone qu'on a. Je suppose qu'on peut faire ça. N'importe comment ça soit compliqué, cette polygone, qu'on peut le trianguler, c'est-à-dire décomposer un triangle. Et, disons, soit f égale au nombre de triangles résultants. Très bien. Maintenant, si ça c'est le nombre de triangles résultants, et A est le nombre d'arêtes dans la triangulation, je l'appelle A, alors comme chaque triangle a 3 arêtes, mais on colle des triangles, donc je vais voir que ça c'est 3 divisé par 2 fois le nombre de faces. OK? Maintenant, j'ai la formule d'Euler. La formule d'Euler, donc par Euler, qu'est-ce qu'on a? On a que 2G, non, pardon, 2 moins 2G est égal au nombre de faces moins nombre d'arêtes plus nombre de points. Et je n'ai pas dit, de sommets, pardon.
je n'ai pas dit, mais la triangulation, chaque pays, je triangule chaque pays et j'imagine que les sommets de chaque pays, en fait, ce sont les singularités. Donc, j'ai le droit d'écrire ici K. K étant cette K-là. C'est le nombre de singularités. Très bien. Donc, maintenant, on peut manipuler cette équation-là. Et on peut manipuler cette équation-là en multipliant tout par 2pi. Et si on multiplie tout par 2pi, qui sont ici, si je multiplie par 2pi, je tombe sur la formule suivante. Pi fois f est égal à O 4g moins 4 fois pi plus 2πk. Et là vient l'observation cruciale. Chaque face est un triangle. Si je multiplie chaque face par pi, vu que la somme des angles antérieurs d'un triangle c'est pi, ça c'est la somme de tous les angles coniques. Donc je vais écrire ça. F c'est, donc là ça c'est une observation importante, c'est que pi fois le nombre de triangles est égal à 2pi fois la somme de i fois k de ni plus 1. Vous vous rappelez, les angles qui apparaissent dans ma surface, c'est 2pi fois n plus 1. Et donc, je triangule la surface qui est formée par des polygones. Pi fois le nombre de triangles et la somme totale des angles qui apparaissent. Et je vous laisse réfléchir, mais à partir de cette observation-là et les équations que je viens de décrire, vous pouvez faire la manipulation pour conclure cette formule-là. Gardez cette formule en tête parce que ça va être important pour après. Il y a plusieurs façons de déduire cette formule. Voilà, ça c'était la première définition de surface de translation. Maintenant, je vais donner une deuxième définition. Je l'appelle la définition constructive, géométrique. Alors, qu'est-ce que ça va être une surface de translation? Une surface de translation, ça va être la donnée de S et A, où S, ça c'est une surface topologique. A, je me donne aussi un sous-ensemble de S discret. Et A est une structure de surface de translation sur S privé de sigma. Vous voyez, c'est une définition beaucoup plus courte que la définition constructive. C'est une surface topologique à laquelle je enlève un sous-ensemble discret. Et une surface de translation, c'est une structure géométrique, un atlas, sur les compléments de cet ensemble sigma, dont les changements de coordonnées sont des translations. Point. Je vous laisse réfléchir un peu. Qu'est-ce qui se passe pour les points sigma? Une fois que je définis les choses comme ça. Je vais faire une affirmation, mais une affirmation importante, c'est que chaque point dans sigma est une singularité conique d'angle 2 fois pi k. Et j'exagère un peu, peut-être k est égal à 1. Donc peut-être c'est de fausses singularités. Voilà. Définition beaucoup plus simple, mais cette définition me permet en fait de dire deux choses. C'est que, je vais dire ça doucement. Imaginons qu'on a un objet géométrique dont les changements de coordonnées, une structure dont les changements de coordonnées sont des translations. Alors, tout objet dans les plans qui soit invariant par des translations peut être pullbacké, tiré en arrière.
Dans l'espagnol colombien, on a une expression très jolie qui s'appelle patraseo. Patraseo. Pata, atrás. Patraseo. Patrasear. Patraseas la forma, on dit en espagnol. Mais bon, en espagnol colombien, en mexicain, on dit différent. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est la chose suivante, c'est qu'une fois que vous savez ça, l'observation, c'est que on peut tirer en arrière de z et le champ de vecteur 7 points égal à e i θ, c'est le champ constant. Dans la surface de translation, disons M. Et ça a deux conséquences. Ça, c'est une forme, si vous voulez, si je mets comme ça c'est la métrique euclidienne. Donc j'ai une métrique plate naturelle sur une surface de translation avec cette définition. Et j'ai aussi un champ de vecteurs constant pour chaque direction θ. Et ça me permet de définir un flot dans la surface de translation. Un flot entre guillemets, parce que si j'ai des singularités, peut-être il y a des points pour lesquels le flot n'est pas défini pour tout temps. Parce qu'il se peut que je rencontre une singularité en temps fini. Mais je vais me permettre de parler de flot quand même. OK? Donc, tout pour dire qu'avec cette définition, c'est beaucoup plus clair que les surfaces de translation ont beaucoup de structures. Une métrique plate, qui vient de la métrique euclidienne, et pour tout état de la dynamique, c'est le flot de translation. Donc, comme ça, je vais dire ça. Ça me permet de parler que M a une métrique plate. En fait, c'est M moins le nombre de singularités. Et on a un flot phi t θ qu'on va appeler, parfois on appelle ça le flot géodésique, ou on appelle ça aussi le flot de translation. Et la convention dans ce cas-là, c'est que phi t est le flot dans la direction verticale. Quel est le statut de la séparation? C'est quelque chose, c'est quoi? C'est une hypothèse. Si tu as une surface et une surface de translation dans le complémentaire de l'ensemble discret, alors tout point est une singularité commune? Peut-être pas. Il se peut que ça soit seulement un point. Par exemple, si tu prends le plan et tu enlèves un point. D'accord, mais en dehors de ça, tu dis que c'est toujours une singularité commune. Oui, et je te donne une preuve un peu vite. Si tu tires en arrière la forme holomorphe de Z sur la surface de Riemann, la forme holomorphe peut s'étendre par le théorème de Riemann sur les points de sigma. Les points de sigma, ça va être soit des zéros, soit des points où la forme s'étend sans vos... Pourquoi tu n'as pas des singularités essentielles, par exemple? Pourquoi tu n'as pas de singularités essentielles? Non, peut-être que tu pourras avoir des singularités essentielles. Quelqu'un se dit que si les singularités ont une propriété d'être bordées quelque chose, alors c'est une singularité conique. C'est ça, c'est ça. Donc, je veux jouer play safe. Je ne sais pas faire un contre-exemple, mais je suis troublé par cette question. Oui, non, peut-être tu as raison, et je fais une chose qui n'est pas vraie. Je vais faire comme ça, et je vais mettre ça comme hypothèse. Alors, je répète, j'ai une surface topologique avec un atlas dans les complémentaires dans un ensemble discret, et j'impose la condition que le point de cet ensemble discret soit de singularité conique ou de point régulier. Peut-être parce que tu m'as fait penser à la forme. Qu'est-ce qui se passe si je considère la forme 1 sur 7 carré de Z? Un truc comme ça me poserait de problème. OK. Si vous prenez en fait le domaine de Reinhardt, en fait, au lieu d'enlever un point, mais vous mettez un trou à l'intérieur, est-ce que vous allez pouvoir trouver des translations et faire De l'étendre, vous dites? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Mais on peut discuter plus tard. OK. Oui, oui. Je peux revenir en arrière.
La métrique euclidienne dans les plans, elle est invariante par translation. L'expression de la métrique, elle ne dépend pas du point. Donc, si tu as un objet, tu le vois dans une carte, cette forme, tu peux le tirer en arrière dans toute la surface, vu que les changements de coordonnées sont dans les groupes pour lesquels ce machin est invariant, pour lesquels cette forme est invariante. Et pareil pour cette champ de vecteurs. Les champs de vecteurs, on va pouvoir les tirer en arrière, parce que quand on a une surface de translation, la différentielle de changement de carte, c'est l'identité. C'est ça. Donc, c'est ce qui te dit que tu peux parler globalement d'une direction dans la surface de translation. OK? Est-ce qu'il y a une manière de traduire la singularité, par exemple, des points coniques par rapport à cette forme-là? Oui, je vais là. OK. Et merci, ça va motiver la troisième définition, que, à mon goût, c'est la définition la plus abstraite, mais une des définitions les plus utiles. Et dans le temps qui me reste, j'aimerais discuter sur sur l'équivalence de ces définitions. Donc, ça, c'est la définition la plus économique. Ça, c'est la définition analytique. Et la définition analytique, elle est la chose suivante. Une surface de translation est simplement la donnée de x oméga, où x, c'est une surface de Riemann, peu importe si compacte ou pas, et oméga est une forme holomorphe qui n'est pas identiquement nulle. Voilà. Et le nombre de singularités correspondant au nombre de singularités de la forme. Oui, je veux sur ça. Il y a une correspondance qu'on va discuter sur les zéros de la forme et les singularités coniques. Mais pour comprendre ça, c'est un peu un exercice qu'on va faire. Il faut comprendre comment on passe de cette définition-là à une définition géométrique. Donc, je veux dire un peu... donc, on a trois définitions. Donc, je vais faire un peu la discussion ici. Où est-ce que je peux la faire? Voilà. Je vais la faire ici. Donc, on a une définition constructive. On a une définition géométrique. Et on a une définition, disons, analytique. Des surfaces de translation. 3 points de vue sur le même type de sujet. Donc, pour passer de la définition constructive à la façon géométrique, je ne vais pas trop discuter ça, parce que c'est un peu pédant, mais c'est presque par définition. Comme on colle des polygones en utilisant des translations, l'objet va avoir une structure de translation. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Ça, c'est un exo. Ce n'est pas trop compliqué. Pour passer de la définition géométrique à la définition analytique, pour aller de là à là, on tire en arrière dz sur, disons, m privé de sigma. Donc, la forme holomorphe dz, on la tire en arrière sur S moins sigma ou M moins sigma. Et après, il faut réfléchir un peu. On va faire ça dans les exercices. On peut étendre cette forme, vu les hypothèses qu'on a mis, sur les points de sigma. Et là, elle va avoir de 0. Et je veux dire ça quand même. Je vais le dire ici. Disons, si P dans sigma est en singularité d'angle, disons, 2 pi n plus 1, alors dz s'étend sur P comme, c'est une expression locale, l'expression ça serait 7n dz. Maintenant, je veux dire un peu comment passer de cette définition abstraite à la définition géométrique.
Et là, la réponse, on va voir ça en détail, c'est qu'on intègre la forme oméga. Alors, je vais expliquer ça plus doucement. Je vais l'expliquer ici. OK. Alors, on commence avec une surface de Riemann, X, et là, on a une forme holomorphe oméga, et je vais appeler C d'oméga, ce sont les zéros de la forme oméga. C'est un sous-ensemble discret de la surface de Riemann. Et maintenant, je vais vous expliquer comment construire un atlas sur la surface de Riemann, les compléments de zéro de la forme sur la surface de Riemann. Donc, je prends un point P0 et je vais vous donner une carte autour de P0. Donc, l'idée est la suivante. Je prends, disons, P0. Je me donne un voisinage de P0 qui soit assez petit, simplement connexe. Et là, je définis une carte phi de P qui va être donnée par l'intégrale de P0 à P de la forme oméga, qui localement, en fait, c'est la forme de Z. Voilà, donc ça, c'est un truc qui va sur les nombres complexes. Et bon, c'est une application d'un ouvert vers le plein. C'est une carte. Maintenant, analysons les changements de coordonnées. Donc, maintenant, j'imagine que j'ai une autre carte avec un autre point Q0 et que là, j'ai le point P. Donc, la remarque fondamentale est la suivante, c'est que je peux considérer des voisinages assez petits pour que ça soit simplement connexe. Et l'intégrale de P0 à Q0 d'oméga est égale à l'intégrale de P0 à P d'oméga plus l'intégrale de P à Q0 d'oméga. Et vous voyez, ça c'est en fait, je peux peut-être faire la chose, ça c'est moins phi de P, ça c'est disons, non, ça c'est phi de P, ça c'est moins psi de P, où psi c'est la carte qui est donnée par intégrant de Q0 à P, et ça ne dépend pas de P. Donc, je suis en train de vous prouver que ces deux cartes sont liées par une translation. Vous passez ça vers là, on appelle ça C, et de là, on conclut que phi est égal à psi plus C. Changements de cartes sont des translations. Voilà. Parfait. Donc, ça me donne cette autre partie-là. Et je n'ai pas trop le temps maintenant pour discuter comment passer de la façon analytique à la façon constructive, mais on peut discuter ça plus tard. Ce n'est pas difficile, mais ça porte pas trop au cours et ça m'empêche de parler de ce qui suit. OK? Bon. J'ai combien de minutes? Il reste 13 minutes. 13. Oui, termine à 17h30. Bon, très bien. OK. Donc, je pense que j'ai tout dit sur les équivalences de ça. Donc, ça me permet de commencer la partie 2. Donc, on va commencer la partie 2 de mon cours. Avant d'aller à la partie, est-ce qu'on peut savoir l'ordre de la singularité étant donné la forme? Oui, bien sûr. Merci pour la remarque. Ça, c'est aussi dans la feuille d'exercice. J'ai oublié de dire ça. Donc, disons, si j'ai un point qui est un zéro de la forme de sorte telle, c'est un zéro d'ordre n. Alors, qu'est-ce qui se passe si c'est un zéro d'ordre n? Donc, près de xi,
oméga, elle est donnée par quelque chose de la forme Zn de Z. Si vous intégrez Zn, vous tombez modulo de multiplication par des constantes, machin, sur Zn plus 1. Zn plus 1, l'intégration de ça, si vous cherchez la surface de Riemann qui uniformise Zn plus 1, c'est un truc qui fait n plus 1 tours. Donc, à l'oral, je suis en train de résoudre l'exo, mais si ça, c'est un zéro d'ordre n, alors, disons, ça définit, ici la conclusion que je n'ai pas écrit, désolé, je vais un peu vite, c'est que l'intégrale d'oméga définit un atlas A sur x privé de 0 de la forme. Et là, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que si est une singularité d'angle 2π fois n plus 1, c'est ça la correspondance. OK. De rien. Bon. Bon, on va commencer avec la partie 2 du cours. Je viens d'un pays assez violent. Je n'aime pas la violence, mais je veux vous accepter que c'est peut-être la partie la plus violente de mon cours. Donc, ça va être un peu abstrait, mais j'aimerais quand même vous exposer au langage, aux objets. Je mis des années pour comprendre ce que je vais raconter. J'espère pas que vous allez comprendre tout de suite, si vous n'avez jamais vu ça avant, c'est ce que je vais raconter. OK? Donc, on va parler maintenant de l'espace des modules, des surfaces de translation. Quand même, demain, je vais essayer de donner une explication plus à terre de ce que je veux raconter en abstrait. Donc, la première chose dont il faut parler, c'est de l'espace des modules de courbes de Jean Roget. Donc, on va appeler ça MG. Et ça se définit de la façon suivante. C'est l'espace de surface de Riemann marqué de Jean Roget, modulo l'action du mapping class group de SG. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, on appelle TG l'espace de Teichmüller de surface de Jean Roget. Mais vu que Teichmüller c'était un nazi, on appelle ça aussi sans utiliser son nom. Parfois, je vais utiliser le nom Teichmüller si ça c'est offensif pour quelqu'un. Je demande des excuses quand même. C'est vrai, hein, je n'aime pas trop ça. Mais donc, c'est quoi ça? C'est quoi? On commence pour dire ça. TG, ça c'est l'espace des surfaces de Riemann marqué de Jean Roget. La référence pour tout ça, si vous voulez lire ça plus calmement, c'est le bouquin de Faure et Margalit. Ils ont tout un chapitre sur l'espace de Teichmüller. Donc, les éléments de ça, donc c'est l'espace de surface marqué de machin, module une relation d'équivalence. Je vais expliquer ça doucement. Donc, un élément ici, c'est quoi? Ça va être un paire de la forme XF. Alors, XF, c'est quoi? Je vais l'écrire et je l'explique dans un moment. Donc, je commence avec une surface S. Ça va être une surface topologique de genre G. F, c'est un homéo. Et X est une surface de Riemann. On appelle ça un marquage. Maintenant, on met une relation d'équivalence sur l'ensemble de marquages et ça définit l'ensemble TG.
Donc, je vais expliquer quelle est la relation d'équivalence. Donc, si j'ai deux marquages, disons S sur une surface X1, sur une surface X2, et j'ai deux marquages F1, F2, je veux dire que, je vais le mettre comme ça, X1, F1 est l'équivalent à X2, F2. Si et seulement si, je peux trouver ici H, et H, je vais demander à H que ce soit un biholomorphisme. Ce sont des surfaces de Riemann, X1 et X2, isotopes, un biholomorphisme. Un biholomorphisme de sorte telle que F2 moins 1 fois H fois F1, et fois moins 2, ça, je dis ça bien. Non. Ah non, pardon, oui. F1, H, F1 moins 2, je veux de S dans S, soit isotope à l'identité sur S. Donc, ça me définit un ensemble de marquages sur S qu'on appelle l'ensemble d'espace, l'espace de surface de Riemann marqué TG, ou l'espace de Teichmüller. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Il faut que je définisse ce que c'est le mapping class group. Merci. Donc, le mapping class group, il y a plusieurs façons de le définir si on a des surfaces de type fini. Et ça, c'est juste, vous prenez les somméos de S qui préservent l'orientation, vous prenez la topologie compacte ouverte, et vous prenez ça modulo la composante arc connexe de l'identité. Donc, c'est un ensemble, on peut prouver que ça est un groupe. C'est un groupe, en fait, que si la surface est de type fini, est un groupe finiment engendré, finiment présenté. Et je vais discuter ça avec un peu plus de temps demain. Cette mapping class group, il agit de façon proprement discontinue sur l'espace de Teichmüller, pas de façon libre. Et donc, on peut considérer cette quotient, et c'est ce qu'on appelle l'espace des modules de courbe. Quand même, je vais vous dire comment les groupes agissent, pour que vous ayez une idée. Donc, donnez-moi. Voilà, qu'est-ce que vous avez dans ce qui est au quotient là? Homéo 0S, on a mis à la topologie compacte ouverte sur l'espace des homéos, et donc on prend l'identité et on prend la composante connexe par arc de l'identité. OK? Donc, juste pour dire comment c'est l'action, si je prends phi, un élément du mapping class group de S, et je veux l'appliquer à un marquage XF, ça c'est X, et les marquages ils changent en faisant la précomposition par phi moins 1. C'est quoi la question, pardon? Ça, c'est la définition de la relation d'équivalence. C'est la définition de la relation de... Non, il parle de l'action de H. C'est F1. H, c'est un biolomorphisme de X1 à X2. Oui, c'est une composition. C'est une composition, désolé, c'est une composition. Composition de fonctions. OK? Donc là, en fait, ça définit quoi? Donc là, ça veut dire que X1, F1 et X2, F2 sont équivalents. Si Voilà. on a ça, si on a fait l'égalité, Si on a l'existence d'un biolomorphisme, l'existence, voilà. S'il existe, voilà, s'il existe, il existe ça. Voilà. Écoutez, je pense que, vu le temps, c'est pas raisonnable de continuer en ce moment. Je veux m'arrêter pour l'instant et demain, on va continuer à discuter. Je fais un petit résumé de ce qu'on va faire demain. Ça, c'est... Après-demain. Désolé, après-demain. On va considérer
Sur l'espace TG, on a un fibré vectoriel qui est le fibré vectoriel suivant. Pour chaque surface de Riemann, on considère l'espace vectoriel complexe donné par toutes les informes holomorphes sur X. On va faire un quotient de cette fibré vectorielle par l'action du mapping class group, et ça va me donner c'est ce qu'on va appeler l'espace de modules de surface de translation. Après, cet espace de modules de surface de translation, on va le stratifier en regardant quelle est la combinatoire possible des zéros de la forme oméga. Et H, c'est ce qu'on a mis là dans le théorème de Mazur, ça va être, grosso modo, un composant connexe d'un de ces strates. Il se trouve que les strates ne sont pas connexes. Il y a une classification de composants connexes. Et c'est important de se restreindre aux composants connexes parce qu'on veut étudier l'action d'un flot diagonal, GT, et ces flots, le lieu naturel où il est, c'est les composants connexes de ces strates. Okay? Donc demain, on discute sur tout ça. Et je vous promets après de vous donner une approche beaucoup plus asséquible sur ce que je suis en train de définir là. Et voilà. Donc, merci pour votre attention.